L'heure des sages. L'heure des sages. Acordar a cada dia bom motivo para sorrir, pois num instante a vida pode se extinguir. Levou o tempo, mas finalmente percebi, é melhor viver simples para morrer feliz. Dinheiro é bom, claro, mas nunca foi tudo. Por isso o pobre ri e o rico é sisudo. O pobre ri e o rico é trombudo. O pobre ri sem nada e o rico é infeliz no luxo. Bonjour Loati Bayrou. Bonjour Anne-Claire, ça va? Bien. Et toi? Donc je suis très contente de te retrouver après 6 ans. On s'était rencontrés au Brésil, dans un festival de cinéma lusophone et de musique lusophone. Et on s'est revus ensuite au Portugal. Et depuis, j'ai donc suivi beaucoup ton actualité parce qu'elle était fort riche, notamment ces 2 dernières années. Et voilà, donc c'était pour moi intéressant et important. Et j'avais envie de partager ton parcours avec les auditeurs. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous apprendre déjà sur ton pays. Et est-ce que tu vis là-bas? Donc, tu es connu comme rappeur angolo-portugais sous le nom de Iconoclasta. Et tu as 35 ans, tu es très engagé en faveur de la démocratie, de la liberté d'expression, de la lutte contre les violations des droits de l'homme et la corruption, et aussi notamment contre le régime du président José Eduardo dos Santos, qui est en place depuis 37 ans. Depuis des années, tu utilises la musique pour sensibiliser la jeunesse et porter des messages critiques sur le régime en place. Déjà en 2011, tu étais à l'origine de plusieurs manifestations, dont des concerts de rap qui dénoncent la volonté du président José Eduardo dos Santos, qui est au pouvoir depuis 1979, de se maintenir en place. Au cours de ces dernières années, tes engagements, tes convictions t'ont valu beaucoup de diverses attaques à ton domicile, des menaces auprès de ta famille, des arrestations, mais tu gardes le courage et tu continues. Le 20 juin, tu organises avec une quinzaine d'autres jeunes activistes âgés de 18 à 33 ans un atelier de réflexion sur l'alternance démocratique autour du livre de Gene Sharp « De la dictature à la démocratie, un cadre conceptuel pour une libération », ainsi que sur des techniques pacifiques de protestation contre le régime de Dos Santos. Donc en fait, la plupart des jeunes font partie de Central Angola 7311. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est cette centrale ? En fait, c'est un site qu'on a créé en 2011, c'était juste pour illustrer un peu ce qui s'est passé dans la manifestation qui a tenu place ce jour. Et puis après, on a commencé à faire des articles et à suivre d'autres manifs. Et un peu utiliser cette plateforme pour annoncer ce qu'on allait faire ensuite. Et au fur et à mesure, ça c'est devenu une plateforme pour donner voix aux activistes en Angola en général. Mais juste une petite correction, la plupart des gens qui étaient dans le 20 juin, le jour de notre détention, ne appartenaient pas à Central. Donc peut-être 3 ou 4 parmi les 13 qui étaient dans cette salle ce jour-là. Ils faisaient partie d'un autre groupe ou spécialement? Pas spécialement, non. On est très informel. On l'a toujours été et on continue à l'être. On se met ensemble pour des raisons spécifiques. Ce jour-là, on était en train d'avoir la 6e session de lecture sur le livre. Et c'était le groupe qui s'est mis d'accord pour l'analyser et évaluer les techniques qui sont proposées dans le livre. Mais par exemple, 4 parmi les 13 qui ont été emprisonnés ce jour-là n'avaient jamais été, du moins que je les avais vus, dans des manifestations de rue. Donc c'était pour cette action concrète que ce groupe s'est formé. Donc on a plein de groupes qui sont groupes ad hoc. On le forme d'accord avec l'action qu'on propose de mettre en place. Merci pour la correction. Donc ce fameux 20 juin, vous êtes tous arrêtés illégalement et violemment sans mandat. Et cette arrestation est justifiée comme une opération visant à prévenir un coup d'État.
Pour continuer dans la chronologie des faits, le 16 novembre 2015, donc commence votre procès qui va durer plusieurs mois avec de nombreux vices de procédure. Et un mouvement de solidarité internationale s'ensuit, notamment via les réseaux sociaux et en particulier au Portugal. Donc ils se mobilisent pour demander votre libération depuis cette date-là. Combien de mois d'emprisonnement avez-vous fait tous ? Alors, on a été depuis 20 juin jusqu'au 18 décembre, puis après on a été mis en 2015, puis après on a été mis en résidence surveillée. Ouais, voilà, on a été emprisonnés chez nous. Oui. Jusqu'à la fin de notre jugement, c'était en mars, le 28 mars 2016. Et puis après, on a été reconduit à la prison et pour d'autres 3 mois, on a été libéré le 29 juin 2016. Donc c'était 1 an de prison avec 3 mois domicile surveillé. Et la Cour suprême a ordonné votre libération conditionnelle. Où est-ce que ça en est par rapport à cette... Parce que j'ai cru comprendre que la justice veut ensuite vous amnistier. Et vous avez voulu faire une démarche particulière raconte par rapport à ce que vous avez décidé de faire par rapport à cette décision de la justice. On trouve que l'amnistie, ça s'accorde à des gens qui ont été commis des crimes et prouvés par un tribunal. On a été condamnés en effet, mais c'était par le tribunal on appelle le tribunal de première instance. Le juge a accepté un appel. Une fois qu'il accepte l'appel, la peine est suspendue. Ça devrait l'être. Et on jouit toujours de la présomption d'innocence. Du coup, tu peux pas amnistier quelqu'un qui est innocent. Et on sent que c'est une façon de notre gouvernement, de notre régime, on peut l'appeler comme ça, de se débarrasser d'un cas qu'il a devenu trop lourd pour lui. Et c'est une façon très légère de s'en sortir. Et nous, on est en train de faire ce qu'on appelle un défi politique. On est en train de montrer que nos institutions sont fragiles, qu'elles sont très dépendantes du pouvoir exécutif, notamment du président de la République, et du coup qu'elles ne sont pas impartiales. Et tout en courant le risque de revenir en prison. Parce que si on arrive, et c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train de contester cette amnistie pour forcer la Cour suprême à soit confirmer la sentence, soit annuler la décision du juge de première instance. Et donc, on craint que si on réussit à renverser cette amnistie, la Cour suprême peut confirmer la sentence et on doit finir nos peines à la prison. Mais ça fait partie du défi politique. Parce que nous, on veut prouver que notre justice, elle ne marche pas. Ces décisions concernant des cas politiques sont prises politiquement et pas par les juges. Les juges, ce sont ils font juste écho ils exécutent des ordres. Il n'y a pas d'indépendance de la justice en Angola. Mais est-ce que vous ne croyez pas que justement, si la communauté internationale se soit beaucoup mobilisée pour vous, il serait plus frileux de continuer à vous demander à finir votre peine d'emprisonnement ? Bien sûr, mais ça c'est pour toi et pour moi qui raisonne avec de la logique. Le régime ne raisonne pas avec de la logique, il raisonne avec l'arrogance de celui qui s'est trop accoutumé à imposer sa volonté par la force, par l'intimidation, par la brutalité. Ils sont pas très logiques. S'ils auraient été logiques, ils nous avaient même pas emprisonnés. Et puis après, à la suite, ils n'avaient pas fait les bêtises qu'ils ont fait. Ils ont fait plusieurs bêtises. Et je te dis, la dernière, peut-être, c'était de nous juger pendant 3 mois pour 2 crimes spécifiques et nous condamner pour un crime pour lequel on n'a pas été jugé. En plus. Donc, c'est des bêtises qui s'en suivent. C'est pour ça que je te dis, je sais pas s'ils vont utiliser la raison et la logique
si on continue à baisser, si on continue à montrer qu'on n'a pas baissé les bras, parce que l'intention avec notre prison, c'était de nous décourager et de nous faire un peu taire et un peu calmer pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils veulent faire, quoi. Vamos embora. Dale. Esta é a história de Lindo Bolota. Olá. Chefe de orquestra alcoólica do Acokungo. Tocavam com tudo que tivesse relacionado com bebida. Ele é garrafa, ele é copo, ele é lata, mas show de cuca. Cota Bolota não dava um choque sem que os instrumentos não tivessem sido devidamente e antecipadamente consumido e esvaziado de seu conteúdo. Só então, cacimbados, embriagados e descomplexados subiam no palco para causarem um pânico. Cota Bolota, sua orquestra alcoólica. Não faz como nós, não perdo teu tempo só a beber. Ora, mano, tipei, eu sei bandeirei, mas você fica só sobre escuta. Deixa ninguém falar tipo rei. Avacalho nunca tem desculpa. Se não atura, você trabuca o insistir, é o bibi luta. Razão é tua, sou dessa turma. Bati o lápis na preca-punga. Discurso é turvo, e atira o ovo. Todos esses burros, servos do povo, estilam só bué. Depois vem os filhos, fazer mais de novo. Ah, não chega já, tão nos fartar. Só tem gatuno, empelar. Só tem gatuno na unidade. O povo não sabe quem confiar. Mata a guerra, a cor é outra. Prato vazio, apague boca, que assim de frio. Não temos roupa que reclamar. E cala a boca, nos dizem chança, mas cavamos campa. Assim já bebeste, assim já bateste. Na tua esposa que pediu leite, deixa já. Ela não tem culpa, são esses da culpa. Vai esperar, não vai vir ajuda. São filhos da Araxi, somei isso, mas até quando eu curto bué o som do pai grande, somos burriar. A questão é o quanto. Assim tá ruim, mas botar no do santo. Tá vendo, mas você não é do bureau político. Cheze, do pé, cê bué, não tem, tá se armar em vivo. Porque o governo é pai do povo. E outro aqui tem tudo a paz, mas eles ficam no olho. Tá vendo que tentam funerais. Ai, assim, não chora mais. Vai, espalha a mensagem. Esta foi a fabulosa história de Arlindo Bolota. É mongolê. Não faz como nós, não perdo teu tempo só a beber. Não chora mais. Est-ce qu'on peut préciser pour les auditeurs, hein, est-ce que tu peux dire dans les grandes lignes, hein, présenter la situation politique, économique et sociale de l'Angola? Dans quelle situation se trouve le pays actuellement, vraiment pour remettre bien le contexte? Okay. Nous étions en guerre depuis 1961. La guerre, d'une façon éphémère, s'est arrêtée en 91 jusqu'à septembre 92. Et puis après, ça s'est arrêté. Et jusqu'à 2002, on était en état de guerre civile. Donc, il y a plusieurs traumes à guérir de plusieurs années, les armes à la main. Puis après, avec la paix, on a pu jouir de notre richesse principale et l'utiliser pas pour acheter des armes et des mines et des choses qui tuent. Et en plus, on a joui de l'augmentation du prix du pétrole, c'était en dessus des $100 le baril. Mais malgré tout cela, on n'a pas su utiliser
cet argent pour bâtir un pays, pour la reconstruction, pour la réconciliation. Et tout ce qui s'est passé, c'est que les mauvaises habitudes qui étaient déjà installées se sont renforcées. C'est-à-dire, les gens qui sont au pouvoir ont pris cette occasion pour s'enrichir davantage au lieu de faire quelque chose pour le peuple. Donc, on n'a pas construit une paix sociale. Les gens continuent d'être... ils sont artificiellement appauvris. L'argent qu'on a eu, parce que je te dis, dans notre budget de l'État qu'on calcule à la fin de l'exercice pour l'année suivante, on calculait le baril de pétrole à $80. On le vendait à 120. Donc il y avait un excès pour chaque baril de pétrole. C'était des milliards de dollars. Et tout cela est disparu. La corruption. Mais oui, le président lui-même, il a dit il y a plusieurs années que le deuxième mal de l'Angola après la guerre, c'était la corruption. La guerre est finie, il y a 15 ans. Et on ne connaît pas une personne qui a été jugée ou incriminée ou qui a été jetée en prison à cause de la corruption. Donc ça parle beaucoup. Donc c'est la corruption aujourd'hui qui tue les gens en Angola. Et puis après, il y a ces élections qui sont toujours frauduleuses. On pense qu'on va avoir cette année, en 2017, on va avoir des élections. Mais on ne peut pas les appeler des élections parce que ce n'est pas une course libre qui soit juste pour les autres concurrents. Donc voilà, on a une pseudo-démocratie qui est formellement inscrite sur notre constitution et sur les lois qui ont été approuvées depuis 91-92, quand on est devenu un pays multipartidaire. Le multipartidarisme a été installé, mais qui, en actualité, on ne ressent pas ces lois être appliquées au jour le jour. C'est un pays très compliqué parce qu'il y en a je veux dire, les partenaires commerciaux qui savent qu'Angola n'est pas un pays démocratique, mais qui se donnent pour contents quand ils voient qu'il y a des efforts pour approuver les lois qui sont en ligne avec les grands principes universels qui consacrent une démocratie, la carte des droits de l'homme, tout cela, on ratifie tout, mais la pratique, il n'y a pas. Préciser que le parti du président est le MPLA, le Mouvement populaire de libération de l'Angola. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme parti en face ? Est-ce qu'il y a une opposition vraiment qui se manifeste ou c'est très difficile ? Il y a une opposition, mais il y en a surtout deux partis politiques qui sont dits les grands partis politiques. Il y en avait trois, mais le MPLA a réussi à anéantir même le parti historique était FNLA, c'était un mouvement, en fait. Il y avait trois mouvements indépendantistes, c'était l'MPLA, l'UNITA et la FNLA. Mais le MPLA était très malin et il a fait en sorte qu'ils ont complètement anéanti la FNLA, donc on n'en parle même pas. Donc il y a l'UNITA et la CASAC. La CASAC, c'est un parti qui a été formé par les dissidents de l'UNITA et quelques-uns de l'MPLA. Et donc c'est un nouveau parti, on peut le dire, avec des vieilles personnes. Mais pour la plupart parmi nous, on considère que c'est une opposition très faible par rapport à ce qu'il y a à faire en termes d'opposition à la nature du régime en place. On trouve qu'ils font un peu semblant de faire l'opposition et qu'ils se contentent d'avoir des subventions quand ils ont des députés sur l'Assemblée nationale. On les trouve pas assez vigoureux. Et du coup, on se méfie et on se sent pas représenté. Malheureusement, c'est ça qu'il faut dire. Dans un pays où il y a tout à faire, où il y a tellement de problèmes, il devait y avoir une opposition beaucoup plus ferme. L'UNITA, c'est un peu parce qu'il y a toujours le fantôme de Eli Mpela, il sait bien utiliser ça.
d'être belliciste, d'être un parti de guérilla, de ceux qui ont promovu la guerre. Et donc l'MPLA utilise toujours cette mémoire pour un peu freiner les intentions d'une vraie opposition de ce parti. Et ils se laissent faire, c'est ça le problème, ils se laissent faire. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ils sont déjà convaincus que c'est impossible pour l'UNITA d'avoir envie de acheminer le pays vers une nouvelle guerre. Et ils sont incapables en plus parce qu'ils n'ont plus d'armes. Ceux qui les ont, ce sont les forces républicaines qui sont contrôlées par le gouvernement et donc par le parti au pouvoir, le MPLA. On va passer à toi. Dans quel contexte familial tu es né et tu as vécu ? Et comment est venue justement ton envie de t'engager et de devenir militant ? Je suis né au sein d'une famille qui appartenait au parti. Mon père, il travaillait pour l'État. Puis après, il a été embauché comme le premier président de la Fondation du Président de la République. Fondation Eduardo dos Santos. Donc j'étais né au sein d'une famille qui appartient au régime. Mais malgré cela, mon père m'a donné la plus valieuse des armes, qui c'est la liberté de conscience. Il m'a pas endoctriné. Et il m'a donné l'éducation. Il m'a permis de être quelqu'un à part entière, pas une émanation de lui. Il a jamais tenté de me convaincre à joindre le parti. Il défendait pas beaucoup non plus. Quand je me fâchais avec la situation du pays, il essayait pas trop de se justifier. Donc je pense il m'a donné l'éducation qu'il fallait. Mais et c'est pour ça d'ailleurs que en ayant le privilège aux dépens des autres, parce que voilà, c'est un pays de graves inégalités et moi j'ai profité du bon côté, du côté de ceux qui sont au pouvoir et qui ramassent les richesses du pays. Et du coup j'ai eu la chance d'avoir une éducation dans des pays différents. J'ai pu faire mes études en Angleterre, puis après en France, et donc j'ai 2 licences. Et c'est plus que la plupart de la population angolaise. Donc j'aurais pu aussi simplement me taire et vivre ma vie et toucher des très bons salaires. Mais je sais pas, j'ai un problème de conscience peut-être en me apercevant que j'en faisais partie du groupe des coupables, parce que je profitais, je ne donnais rien en retour. Il y a quelque chose qui m'a fait déclencher des mécanismes dans ma tête qui me faisaient sentir très mal avec moi-même. Et ma musique a un peu reflété ça. Dans mes paroles, je faisais plein d'analyses intimes de comment je me positionne devant cette injustice. J'ai accepté dans mes paroles, que j'étais coupable si je ne faisais rien. Tu le sentais, la culpabilité ? Quand on prend conscience de ce qui se passe en Angola, si on se dit « Ah, j'ai eu la chance, si les autres en auraient eu, ils en feraient le même, ils en profiteraient ». Si on pense comme ça, oui, on est connivant, on est coupable pour inaction, pour ne rien faire. Et moi, je pense comme ça, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec moi. Et du coup, je me sentais toujours insatisfait, parce que je pensais que la musique, c'était juste un petit peu une graine, un grain de sable dans le désert, et je sentais que je pouvais faire plus, mais je savais pas quoi, et je savais pas comment, et je savais pas comment démarrer un processus un peu distinct
de juste être un artiste qui n'est pas entendu parce que la musique contestataire n'a pas de place en Angola. Ça circule le main à main, comment on dit Sous le manteau. Sous le manteau, oui, mais De main à main. De main à main, voilà. C'est un circuit un peu informel. Et je savais pas quel impact ça avait. C'était plutôt aussi un exercice un peu égoïste parce que c'était un aveu, mais c'était juste pour me libérer un peu du poids que je sentais. Et je voulais faire quelque chose de plus fort, de plus signifiant, mais je savais pas quoi. Et c'était en 2011 que l'occasion s'est présentée et j'ai décidé de m'accrocher, de bien le prendre à deux mains, quoi. Mais par rapport à la musique, est-ce que tu peux la concevoir comme une arme? Parce que je repense notamment à des paroles de Fela Kuti qui disait pour lui, pour créer le changement, il utilise la musique comme une arme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi, dans ta musique, tu as cette sensation-là? Oui, la musique est une arme, et ça c'est sûr. Je pense je peux pas amoindrir le rôle de la musique, surtout dans une société comme la nôtre, avec des extrêmes inégalités. Le truc, c'est que quand on sait qu'on n'a pas de concert, on n'est pas très visible, on arrive à une partie qu'on n'arrive pas à mesurer l'impact qu'on a créé, parce que quand on a des petits concerts, c'est avec 20, 30, 100 personnes maximum, donc c'est en niche. Et on veut sentir que l'impact, on veut pouvoir mesurer ça pour se dire ok, peut-être que j'ai réussi quelque chose. On ne sait pas qui écoute, qui est influencé, comment cette personne va transformer sa mentalité et être un peu mieux. Mais j'ai commencé à avoir une idée un peu avant 2011, quand on est passé je dis on, mais je ne m'inclus pas parce que j'étais pas trop souvent invité. Mais la musique consciente, le hip-hop surtout, le rap conscient et engagé, a passé d'une salle de 100 personnes à une salle de 3000, et c'était bondé tout le temps. À chaque concert, qu'il y avait des rappeurs qui étaient engagés, et en Angola on appelle le rap révolutionnaire ou le rap underground. J'ai compris qu'on avait atteint quelque chose. Et lors de ma première détention, le 7 mars 2011, il y a eu une anecdote, je te raconte vite fait. Donc on m'a amené en prison, dans une cellule, et avant d'être en cellule, ils m'ont pris mes données. Alors qu'un officier il remplissait le papier, il y avait un autre qui m'a vu, il s'est approché, il s'est assis à côté de moi, et il a commencé à rapper une de mes chansons. Et il était en uniforme et tout. Et il m'a dit, tu sais, si je suis qui je suis aujourd'hui, si je pense comme je pense, c'est pas seulement grâce à toi, mais grâce au style de rap que tu as fait, que tu faisais, que tu fais. Ça m'a influencé à être une personne meilleure. Et je peux rien pour toi, je peux pas te sauver de cette situation, parce que c'est mon boulot, je suis de l'autre côté du mur, mais dans le cœur, je suis avec toi. Et c'était la première fois que je me suis confronté dans une telle situation. J'ai été frappé par j'ai une idée de la dimension que tout ce travail qui vient depuis 1994, que ça peut avoir vraiment dans la transformation de mentalité dans un pays comme le nôtre. Est-ce que tu sens que vos engagements, toi, d'autres musiciens, fait bouger les choses au niveau de la jeunesse? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, mais est-ce que c'est suffisant pour faire bouger les choses dans votre pays, pour que les choses changent? Mais quand tu demandes de bouger, tu penses à quoi? Je veux dire, prêt à se battre, à aller manifester dans les rues? Comment c'est par rapport à ça? Malheureusement, pas encore. Il y a quelque chose qui est cultivé dans le cœur des gens, dans la conscience des gens, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore arrivé à vaincre, c'est la peur. La peur de
perdre le boulot, perdre la vie, perdre la liberté, la soi-disant liberté. Cette peur, elle est omniprésente en Angola, on la ressent, c'est dans l'air. Et je pense que le plus important, c'est ça, c'est de cultiver le cœur et la conscience, parce qu'une fois que cette peur est vaincue, là, on va voir l'importance de ce qu'on a fait et ce qu'on continue à faire depuis tant d'années. Mais c'est le dernier obstacle, c'est vaincre la peur. Parce que je crois que les gens sont déjà conscients que la façon dont on vit, c'est pas la façon de vivre, et que on espère mieux, mais ils ne sont pas tout à fait encore prêts pour partir dans les rues et protester et pour aller dans des manifestations en courant les risques qu'ils connaissent bien. Donc vous êtes super courageux de le faire, votre petit groupe. Je dirais pas ça de moi-même ou de notre groupe. Je dirais que c'est juste qu'on a décidé que vivre avec la peur, c'est vivre en esclavage. C'est pas tout à fait vivre, parce que on sait jamais ce qui peut nous arriver à n'importe quel moment. On a décidé de rompre avec cette peur, de courir après la liberté, la sensation de pouvoir parler sans craindre être battu, être emprisonné. C'est un défi, quoi. Oui, on a besoin d'avoir du courage, mais c'est une nécessité, c'est un appel fort. Plus fort que la peur. Plus fort que la peur. On doit faire face à cette peur à chaque jour, à chaque manifestation, à chaque action qu'on mène. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est on amadue la peur. On n'est pas des super-héros. On est des êtres humains, on veut être libre. Et on sent qu'en Angola, si on lutte pas, on va crever de toute façon. Parce que c'est très facile à mourir là-bas. Ouais, on peut mourir de n'importe quoi. Je préfère me battre et essayer de créer des conditions pour qu'on puisse avoir un avenir, pour que nos enfants puissent avoir un pays un peu différent, que de juste faire semblant qu'on est vivant. Et tu as peur de la mort ? Bien sûr. Oui, j'ai peur de la mort. Mais voilà quoi, si on se bat pas, on est déjà à moitié mort. Jimmy, a.k.a. Supremo G, guerreiro afro. Deixa-me falar da minha revolução. Yeah, go! Ok. Minha revolução faz-se com amor, nela consagro o meu empenho. Partilhar com quem não tem um pouco daquilo que tenho. Revolução não são apenas palavras, também são atos. Por isso a minha são sorrisos, gestos e abraços. Esta é a minha crença, isso ninguém me tira. Desacredito na política, ela é a ciência da mentira. Demasiadas acusações, poucas soluções. Quando é África, fome ceifa vidas aos milhões. A vossa revolução nada serviu no Burundi e no Ruanda, no massacre entre Hutus e Tutsis. A catástrofe humanitária no Chad e no Darfur. Revolução é amor na voz de Youssou N'Dour. Engravatados são líderes da nova Sodoma e Gomorra. Discursos belos, necessitados não há quem os socorra. Não se vê revolução só com palavras, isso é certo. Muito menos num discurso ou no vestido de uma t-shirt. É materializar um discurso, uma atitude, uma causa. Muitos gritam revolução, trancados dentro de casa. Censuram quem venera Alá ou Jeová. Fazem revolução confortavelmente sentados no sofá. Como Jesus, até os cantos da Samaria. Falou amor como Lutero King fizeram um dia. As vossas revoluções, como em tudo, são negócio. Por isso a minha revolução chama-se amor ao próximo. Acredito nas palavras, não no conflito armado. Porque numa guerra os inocentes são sempre os mais lesados. Mas não se combatem canhões com discursos musculados. Por isso frequentemente tento imaginar-me fardado. Evito sempre descrever-me como um revolucionário. Porque o discurso é bonito, falta é materializá-lo. Das palavras aos atos, será que se deveria ser torturado? Ou só algum membro da minha família fosse ameaçado? Quem passou as provações são verdadeiros símbolos de luta. Fela Kuti, Steve Biko, Wangari Maathai, Patrício Lumumba, Pepe Telanta, Diop, dos resistentes
vertentes da literatura. Public Enemy, Rage Against the Machine, os domínios da música. Tenho um percurso semelhante ao do Amílcar Cabral. Juventude abastada, posição radical. Talvez por isso antevejo um semelhante final. Traição motivada por um complexo racial. Não dou certo de nada, não tomo partidos ou calhas. Não acredito em verdades absolutas, deixa chamar-me iconoclasta. Inclinado para a esquerda, mas sempre atento à contra-propaganda. Desacredito Mike Moore por insinuar que no Canadá ninguém se tranca. Na história haverá sempre pelo menos duas versões. Uma que nos glorifica, outra que nos pinta como vilões. No fundo somos todos humanos, abundam imperfeições. Eu só quero clarividência e bom senso quando tiver de tomar decisões. E muitas vezes penso que prefiro morrer novo. Com envelhecimento amolece-nos, o coração fica leitoso. Dobramos a espinha conformados com a derrota, faço um monstro. E com descendentes olhamos a nova geração lutando pelos mesmos sonhos. Pois bem, para já sou puto e mais uma semente ruim nesse jardim. Serei erva daninha, sem receio afirmo. Hugo Chávez é uma das fontes onde me inspiro. Em líderes carismáticos como o Mao e o Ho Chi Minh. Se homenageio estadistas, ditadores e homens de guerra, é porque nutro admiração por quem morre velho na selva. E agora fico sem saber o que faria Nanguimbi. Mas um desses homens é sem dúvida Jonas Malheiro Savimbi. On s'est un petit peu écarté de 2011. Tu commençais à raconter que vous aviez une super idée, où vous avez commencé... Qu'est-ce que tu voulais aborder ? C'était plutôt une occasion qui s'est présentée. Si on y pense, en fait, c'est un peu bête parce que c'était un appel anonyme sur Internet pour une grande manifestation pour contester la longévité du président Dos Santos au pouvoir. À l'époque, il faisait 32 ans au pouvoir, c'était en 2011. Et bien sûr, ça a été inspiré par les apparemment positifs résultats de le printemps arabe. Quand on a vu le tout-puissant Moubarak se rendre après 17 jours, 19 jours, je ne suis pas sûr, je pense 17, on s'est dit, bon, si ça peut arriver là-bas, nous aussi on peut forcer notre président à démissionner parce qu'on en a marre. Sauf que non. mais en tout cas, le gars il a fait cet appel à une manifestation pour le 7 mars 2011 et j'avais un concert. J'étais invité pour un concert, c'était le premier en Angola depuis plus de 5 ans. Et donc c'était une semaine avant cette manifestation. Au départ, je voulais pas participer parce que c'était une façon conne de faire cette convocation. Bon, déjà le gars il se présentait pas, et puis après. Tu veux dire il était anonyme ? Anonyme, il était anonyme. Et puis après c'était pour un vendredi à minuit, dans un pays où la répression est telle qu'on la connaît. C'était trop bête. Mais donc je voulais pas participer, mais c'était justement la réaction du gouvernement qui m'a donné envie de le faire. Donc ils ont commencé à utiliser les médias publics et privés pour passer un message que tous ceux ou celles qui essayaient d'aller se manifester, ils allaient réagir avec de la force et qu'ils allaient battre les gens qui essayaient de se manifester. Ah, alors, putain de merde, là j'y vais. J'ai rien à foutre. Et donc, dans le concert, j'ai préparé un moment à la fin de ma petite présentation de 10 minutes. Je lance un défi pour les 3000 personnes qui étaient dans l'assistance, en disant qu'on devrait tous participer à ce genre d'initiative. Tous ceux qui sont d'accord que le président doit partir et que j'allais me faire présent. Et voilà, quoi. J'ai assumé un compromis. Et puis après, c'était un peu action-réaction. Il faut que je tienne ma parole. Même si je trouve que c'est trop bête d'aller à minuit. Ouais, mais c'est trop tard pour changer l'horaire. Mais maintenant, j'ai dit aux gens d'être là-bas à minuit. Donc, il faut que j'y sois. Autrement, je serais un hypocrite. Donc, je suis allé avec 14 autres personnes. Puis après, on a été détenus. Et bon, ils ont imposé la force. Ils nous ont menacés. La plupart parmi les 14 n'a plus essayé de se manifester, plus jamais. Donc, ils ont été bien traumatisés avec l'expérience. Mais 4 entre nous, on a choisi de continuer. On a dit non, on va réagir. S'ils veulent nous réprimer, il faut se demander pourquoi. Est-ce qu'on a fait quelque chose d'illégal ? Non, donc on est parti étudier la loi et
Et puis après, on a commencé à convoquer d'autres manifestations. Ils ont commencé à réprimer avec la force brute. Ils nous ont condamnés à 90 jours de prison. Ils ont tout essayé. Même la mort, parce qu'ils ont tué 2 jeunes qui étaient complètement inconnus jusqu'à sa disparition. Et puis après, on a fait la pression sur le gouvernement pour qu'il découvre ce qui s'avait passé avec les 2 jeunes. Et l'investigation a montré que c'était les forces de l'ordre qui les ont tués. Et un d'eux a été jeté au crocodile. Donc, ils font tout pour essayer de nous démobiliser. Puis après, on a toujours le choix. Est-ce qu'on se laisse plier ou est-ce qu'on va faire face au défi? Et c'est un choix qu'on fait à chaque jour. C'est pour ça que je te dis, l'an prochain, je peux être là, mais je peux décider de ne plus jamais revenir en Angola. Est-ce que préciser, là, en ce moment, tu es au Portugal? Je suis au Portugal jusqu'au 7 février, donc je suis venu juste pour être un peu avec la famille, pour lancer mon livre. Et voilà, j'ai fait un peu le tour avec des conférences et des meetings avec les gens qui sont intéressés au sujet de l'Angola. Je montre un peu ce qu'on est en train de passer là-bas et je rentre avec ma fille. Et pour terminer, j'aimerais parler d'une dernière chose, c'est par rapport à ton emprisonnement. Comment est-ce que tu l'as vécu au jour le jour? Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir? Quand on s'est mis dans cette voie, on s'attendait au pire. Et au moins, moi, je me dis toujours, qu'est-ce qui est le pire que peut m'arriver? Et face à un régime comme le nôtre, le pire, c'est la mort. Donc, on compte toujours, on espère toujours être emprisonné. C'était pas une surprise. Peut-être le moment où ça s'est passé, ça m'a un peu surpris parce qu'on était dans une salle privée, dans une résidence privée. C'était un peu étrange le moment qu'ils ont choisi pour nous arrêter. Je m'attendais plutôt à une prison après une manif. Mais bon, on s'attend toujours au pire. Moi, quand j'étais à la prison, j'ai demandé la loi qui règle le fonctionnement prisonnier et le rapport entre le ministère de l'Intérieur et les services prisonniers avec le prisonnier. Excuse-moi de t'interrompre, enfin, peut-être que tu allais y venir. Quelles sont les conditions dans les prisons en Angola? Voilà, je m'attendais à pire. Tu vois, je regarde des documentaires sur les prisons ailleurs et je pensais que les nôtres allaient être aussi mauvaise ou encore pire. Mais enfin, je peux pas trop me plaindre, c'est une prison. Les conditions ne sont pas très bonnes, mais je m'attendais à pire. On a été jeté d'une façon illégale, tout a été illégal dans notre procès, mais on a resté 3 mois en isolement. La loi angolaise ne permet que 21 jours maximum. Je disais, j'ai lu la loi et j'ai compris que pour notre accusation, la période pour laquelle on pourrait nous retenir en prison préventive allait jusqu'à 90 jours et ça pourrait être prorogué pour d'autres 90 jours et encore 30 jours. Donc l'État pouvait demander 2 prorogations, mais ils ne l'ont pas fait. Mais je me suis préparé pour le 210 jours. Je me suis dit, ils vont nous retenir ici en prison préventive le temps qu'ils peuvent, et parce qu'ils vont le faire d'une façon légale, entre guillemets. Et donc c'est comme ça que j'arrive à tenir chaque jour, c'est en dessinant le pire cadre possible, mais aussi voilà quoi, les visites de la famille, des petites surprises, voilà. Ma famille, elle a été très forte et ils m'ont beaucoup soutenu et ça m'a aidé à tenir le coup. Et aussi, j'ai eu le temps de lire beaucoup. Donc, des fois, j'oubliais où j'étais parce que vraiment, là, on comprend que les livres, ça peut nous libérer, quoi. Je me sentais pas en prison quand j'étais en train de lire. Des fois, je lisais plus de 500 pages en une journée. La lumière n'était pas très bonne. Souvent, on nous oubliait
à l'intérieur des cellules et on restait 47 heures sans voir la lumière du soleil. Le temps a passé, c'était lent, mais je préfère me focaliser sur les choses plutôt positives. Et voilà, le positif, c'est que j'ai eu le temps de lire. Qu'est-ce que tu lisais? Tout ce que la famille a amené, même la Bible, j'ai eu le temps de lire la Bible, c'était ma première fois en lisant la Bible. Et parce que je me suis dit, je veux lire la Bible, je veux lire le Coran, je veux lire même le Kebra Nagast, je l'ai. Et c'était juste pour la curiosité, parce que je suis athée. Mais jamais j'avais le temps. Il y a toujours un livre, un roman ou quelque chose d'autre, un livre d'histoire. Il y a quelque chose d'intéressant à lire. Et donc la Bible, les livres religieux, normalement je les mets de côté. Et en prison, j'ai eu le temps de le faire. Et tu as trouvé de l'intérêt à les lire? Ça t'a ouvert des choses, non? C'était plutôt un intérêt intellectuel, pas spirituel. Mais c'est ça, je dis ça comme pour moi c'était un avantage parce que j'ai eu le temps de faire ça et ça, je pense que ça a soudé aussi ma famille autour de l'idée que je défends. Avant c'était un peu laisse tomber ça, pense à ta vie, pense à ta fille. Maintenant ils me comprennent un peu mieux, ils me soutiennent. Et aussi le grand et peut-être le plus grand avantage de cet emprisonnement, c'est que le régime nous a donné un grand coup de pouce. Il nous a aidés à prouver qu'ils sont totalitaires, qu'ils sont intolérants, qu'ils ne réussissent pas à avoir une mentalité vraiment démocratique parce qu'ils ne savent pas gérer la différence d'opinion. Donc c'était un discours qu'on avait, là ils nous ont aidés à prouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, en France, et que je suis en train de faire ces conférences, parce que maintenant ma voix, notre voix, a beaucoup plus d'autorité, on dirait, et on a peu d'efforts à faire pour qu'on croie à ce qu'on dit. C'est ça les avantages, voilà. Bien sûr qu'il y a eu des ennuis, qu'il y a eu des... être éloigné de ma fille, ça m'a fait trop mal. Mais... Et tu as fait 2 grèves de la faim aussi. J'ai fait une grève de la faim. Non, en fait 2. Ouais, mais la deuxième, c'était qu'une semaine et c'était programmé pour finir le jour où on est fini. Mais oui, la première, c'était... Je m'attendais pas... On méprise souvent la capacité d'être bête de notre régime. On pense toujours que c'est pas très intelligent de faire les choses qu'ils font. Et honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient faire le bras de fer jusqu'au 36e jour. De grève de la faim? Oui, je pensais qu'ils vont comprendre que je suis sérieux à partir du 8e, 10e jour. Et ils vont comprendre et ils vont nous donner ce qu'on demande parce que, je disais en rigolant, on ne demande pas l'indépendance de l'Inde. On est en train de demander qu'on applique la loi qui est en vigueur au pays et que c'est eux qui ont approuvé, parce que c'est eux qui font la majorité absolue au Parlement. Donc c'est trop con de ne pas le faire. Tout ce que je demande, c'est d'attendre en liberté le jugement. Je ne demande pas d'être libéré et de laisser tomber l'affaire. Non, je veux aller au tribunal, je veux être jugé. Mais la loi me permet d'attendre à la maison. Aujourd'hui et ce soir, je veux la passer avec ma famille. Et ils n'ont pas lâché. Et la seule raison pour laquelle je suis vivant aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte, et je ne m'attendais pas du tout à ça, et je pense que le régime ne s'attendait pas non plus au courant de solidarité qui s'est étendu par le monde entier, parce que ce n'était pas que le Portugal. Ils n'étaient pas non plus que des Angolais. Il y avait des gens partout dans le monde qui se sont solidarisés avec nous, qui ont pris conscience de ce qui était en train de se passer en Angola. On nous a écrit des milliers de lettres, des documents sous-signés. C'était des pétitions, voilà. C'était incroyable. Et je me suis dit, oh putain, je préfère maintenant rester incarcéré parce que on est allé plus loin de ce qu'on s'attendait. On s'attendait pas à toute cette attention au niveau national et international, parce que aussi la société civile angolaise s'est un peu bougée et a un peu défié la peur, ses propres peurs, et pour aller faire des actes et des gestes très simples mais qui étaient réprimés aussi. Et en voyant tout ça, j'ai dit
peut-être qu'il vaut mieux arrêter, parce que maintenant le monde sait bien ce qui est en train de se passer. Et ça vaut pas le coup de mourir aux mains de ce connard. Et donc c'était comme ça, chaque jour qui passait, je savais que j'étais plus proche de la mort. Et bien sûr que je pensais à ma famille, bien sûr que je pensais à ma fille. Mais j'essayais de ne pas trop y penser, parce que sinon j'allais craquer. Mais j'ai eu peur de la mort, et je l'ai vu. Je l'ai regardé dans les yeux. Et voilà, j'étais prêt. Au 19e jour, je me sentais partir. Et après, il y a des choses qui ont changé. On m'a amené à l'hôpital prison. Ils m'ont un peu plus accompagné. Et voilà, j'ai réussi à tenir encore quelques jours. J'étais positif. À chaque jour qui passait, je disais, aujourd'hui, ils vont changer d'avis. Aujourd'hui, ils vont nous mettre en liberté. Donc voilà, c'était un peu ça. Puis après, ça m'a donné beaucoup de force et beaucoup de joie de voir que le monde bougeait et qu'on avait réussi à attirer l'attention pour notre situation. Et ça m'a fait tenir bon encore quelques jours. Compatriota, escuta. É milenar o erro dos justos e desinteressados em confiar a regulamentação das suas vidas a homens pretensiosos que mais não querem do que dominar e subjugar povos aos seus imperiais desígnios. Pensa, compatriota, daquelas 220 pessoas engravatadas na sala climatizada que chamam de parlamento, quem te representa? Quem reclama por ti? Quem vela pelos teus direitos quando estes são violados? Para de procurar salvadores, entre mortais ou divinos. Segura as rédeas da tua vida. Desconfia profundamente de todo o que te ofereça atalhos para o sucesso. Isso aplica-se tanto a políticos como a empresários, chulos e até pastores, que no fundo acabam por se confundir. Nenhum homem sozinho consegue governar milhões. Essa é das maiores imposturas da humanidade. António adiou a nação, julgando-se o mais capacitado. Dizimou a geração da utopia naquele maio. Injetou a anestesia do pânico que nos castrou a reação diante da impunidade. Mas desde então giramos o sol 36 vezes. A memória coletiva se dilui, desvanece. A história provou e a genética pede que a juventude desperte e volta a ser rebelde. A hora é grave e a porta agora se abre a comporta. Caímos com a chuva grossa na horta desses caducos. Velhos burros abusaram inseticídio e adubo, tornando estéreis arados. Já nem legumes nem frutos ficaram brutos, habituados à lei do chuva. Mas o cartucho esgotou, já não pega. O babulo agora é só pólvora seca. Estamos aqui com firmeza para vos dar dor de cabeça. Encomendem pacemakers antecipando a camueca. Nenhum homem é superior ao outro. O doutor não pode operar com lixo na sala. Ergue o queixo, não deixes que te tratem com desprezo. Conhece os teus direitos. Sê herói da tua comunidade. Procura os defeitos em quem admiras. Aceita o axioma da imperfeição e renega a idolatria. Jonas hipotecou a nação, caiu na armadilha e agiu como queria. Quem roubou a eleição, nem santo nem vilão, pois ainda está para aparecer quem me irá convencer. Não havia outra solução, mas estando riscado do retrato em família, imoral e vocalo para explicar a hemorragia. A dica não é mais MPLA ou UNITA, e a alternativa não deve nunca voltar a ser a guerrilha, mas uma sociedade aguerrida, munida de consciência cívica que repugna o atual paradigma e que resiste à tentação da confrontação física. Quando vem com canhão, a repressão da polícia, em clara contravenção, pisando toda a lei escrita. Tu as tenu un journal pendant ton emprisonnement qui a été édité au Portugal et le titre c'est Sou eu mais livre então, qui veut dire je suis encore plus libre. Est-ce que tu peux nous expliquer le titre de ce livre? Oui, le titre a été choisi par une dame qui travaille chez l'éditeur. Elle a sorti ça d'une phrase que j'ai écrite en prison. Et la phrase complète, c'est je suis donc plus libre que toi. Oui, je suis donc plus libre dans la solitude de ma cellule que toi qui es emprisonné au esclavage de la peur. Et c'est quoi la liberté pour toi? C'est un mot si... ça paraît si simple, mais c'est si complexe de trouver une définition. Parce qu'il y a toujours des limites. Et ce que je fais dans ma vie, au lieu d'essayer de la définir,
c'est de chercher ses limites. Ok, les limites doivent être les naturelles, ceux qui émanent de notre conscience qu'on n'est pas seul dans le monde et on fait mal aux autres, des fois, avec notre soi-disant liberté. C'est pas seulement la liberté d'expression, je dis la liberté en général. Et les lois existent parce qu'on n'est pas assez conscient de l'autre. Et elle existe pour nous limiter à qu'on ne fasse pas mal aux autres, à nous punir si on le fait. Parce qu'on a cette tendance de moi je suis plus important, sur moi qui tout gravite. Et on n'a pas encore l'élévation spirituelle, l'élévation plutôt civilisationnelle, pour reconnaître l'autre comme une part de nous, comme quelqu'un qui nous est égal et quelqu'un qui a des sentiments comme nous et qui ne doit pas être blessé. Donc au lieu d'essayer de définir ce mot, moi, j'essaie de trouver où sont les limites et de les pousser un peu plus. Et en Angola, les limites, elles sont très proches. Tu ne veux pas dire « Aouh » sans être mal interprété. Et du coup, je pense qu'il faut beaucoup pousser. Mais je n'ai pas une bonne définition pour la liberté. Il faut juste l'exercer. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis te sentir plus libre après avoir vécu de l'emprisonnement. Donc, avant, tu la sentais différemment, finalement. À chaque expérience qu'on vit, on a une perception différente de la liberté et je me sentais plus libre tant que j'étais emprisonné parce que, je sais pas, je sentais que j'étais pas vraiment emprisonné. J'étais arrêté et mis dans un côté sans pouvoir sortir, mais ils arrivaient pas tant ils arrivent pas à me faire craquer, à me faire abandonner mes propos. Et tant que il y a du monde qui sait dans la condition dans laquelle on est emprisonné, on n'est pas emprisonné en effet. C'est juste physiquement, ils ont notre corps, mais ils n'ont pas notre tête, ils n'ont pas notre conscience. Et voilà, je me sens plus libre parce que les autres, ils sont prisonniers de conscience. Ils arrivent pas à se libérer pour dire ce qu'ils ressentent, pour participer dans la vie publique et changer son petit peu, pour améliorer le pays son petit peu, parce qu'ils ont peur de tout et de rien. Je sais pas si je me sens, maintenant que je suis en liberté, si je me sens plus libre que quand j'étais en prison. Parce que qu'avant, mais il faut que je réfléchisse, mais je me suis senti plus libre à partir du moment en 2011 où j'ai décidé de faire face à cette grande machine qui est le régime angolais et défier ma propre peur. Et à partir de ce moment-là, je me suis libéré d'un gros poids dans mon dos. Parce que je sens que je suis en train de faire quelque chose d'utile. Je suis en train de faire quelque chose qui peut vraiment provoquer des changements, des améliorations. Mais je ne sais pas si c'est la bonne voie, mais c'est la chose qui me fait sentir plus heureux, plus complet. Et donc je pense que ça, c'est associé avec liberté aussi. Donc c'est pour ça que je me sens plus libre, quoique plus menacé, quoique plus en risque, mais plus libre quand même. J'espère que l'humanité puisse mûrir et atteindre un niveau d'élévation civilisationnelle, qu'on comprenne qu'on est tous les mêmes, on habite tous dans la même planète, on n'a pas d'autre maison. Il faut qu'on adopte un peu plus la philosophie Ubuntu. Ubuntu, qu'est-ce que c'est ? C'est une philosophie qui vient je vais pas dire l'Afrique du Sud, mais l'Afrique subsaharienne et l'Afrique australe, Tanzanie, Afrique du Sud, Zimbabwe, qui dit que je suis parce que tu es. On est plus fort ensemble. Sans toi, je peux pas jouir complètement de la vie comme elle est. Donc chacun fait sa part dans cette chaîne, chacun fait un lien dans cette chaîne et la chaîne est plus forte si on accepte d'embrasser l'autre, de le tenir plus proche. Moi je pense que
il faut penser à faire ensemble. Il faut penser en sorte que on n'est pas seul dans cette marche, qu'on essaie de tirer la corde pour que les autres puissent monter aussi un peu. J'aimerais bien que tout le monde puisse avoir l'expérience de voyager, de sortir un peu de sa caisse, parce que ça ouvre les mentalités, ça ouvre la façon de percevoir la vie et les phénomènes qui règlent la vie, les sociétés. Mais enfin, malheureusement, le capitalisme ne le permet pas. Mais c'est difficile aussi de dire c'est quoi la solution. Je pense que c'est à nous tous de continuer à en parler, à provoquer des idées et à essayer. C'est ce qu'il nous reste à faire en tant qu'être humain, et essayer de devenir mieux à chaque fois. Donc la solution serait dans la société plus que dans les gouvernements, je veux dire au niveau de la société civile. Oui, le gouvernement, je pense que le plus le peuple a la conscience de son propre rôle à jouer dans une société, et le gouvernement cesse d'être important. Tu regardes en Belgique, je pense qu'ils ont resté 1 an sans gouvernement et le pays ne s'est pas effondré. Donc, à vrai dire, si on comprend comment les choses marchent, de moins en moins on aura besoin d'avoir des gouvernements, ceux qui prennent des décisions pour nous. Nous, on est appelés à chaque 4 ans ou 5 ans à aller aux urnes et à choisir des nouveaux dirigeants. Mais je pense que de plus en plus les gens sont mécontents et un peu déçus de cette façon de régler, de vivre en société. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, partout dans le monde, il y a des énormes taux d'abstention. Donc il faut trouver une nouvelle forme de faire. À ce moment, je sens que dans le monde entier, on a un peu perdu cette flamme, cette sensation de pouvoir s'élever davantage et faire mieux. C'est à nous, la société civile, tous les citoyens de n'importe quel pays, à nous de réfléchir, à nous de provoquer et à nous d'exiger à ceux qui disent nous représenter, à nous d'exiger qu'ils appliquent nos idées. C'est repenser une forme de gouvernance. C'est justement, il y a de plus en plus un peu partout dans le monde des personnes qui se regroupent, qui imaginent comment penser la société autrement, comment mener une autre forme de gouvernance, que ça peut être au niveau horizontal plutôt que vertical, mais justement ça donne de l'espoir. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de petites choses, de fourmillement qui se fait, et voilà, il faudrait espérer que ça arrive aussi un peu plus dans les pays du Sud, même si ça peut se faire au niveau local, dans les petits villages, dans des villes. Tout ce que j'espère, c'est que cette prise de conscience qui a finalement commencé dans les pays occidentaux et des gens qui commencent un peu à s'éloigner de cette logique de fonctionnement. Mais tout ce que j'espère, c'est que ça peut atteindre un niveau considérable, qu'on comprenne que le niveau de consommation qu'on a aujourd'hui est en train qu'on perçoit à temps de ne pas gâcher la planète, parce que le but de chaque pays c'est d'atteindre le niveau de vie et ça veut dire des choses qu'on possède, l'argent et des choses qu'on peut acheter avec, et ce n'est pas la bonne voie. Il faut que tout le monde comprenne ça et qu'on comprenne à temps de ne pas détruire la planète. Parce que ces petits groupes, ça donne d'espoir. C'est des groupes un peu partout. Au Portugal, ça existe aussi. Des gens qui vivent de forme alternative. Il faut peut-être que ça augmente un peu exponentiellement dans les années à venir, parce que je sais pas, je vais pas défendre la théorie de la catastrophe, mais on est en train de tout foutre en l'air. Et il faut vraiment renverser cette tendance, et j'espère vraiment que ces petits groupes qui commencent à avoir cette conscience et commencent à s'éloigner de cette façon de vivre puissent inspirer les autres et montrer aux autres que c'est possible de vivre avec dignité sans nécessairement avoir besoin de toutes ces choses qu'on pense qui sont nécessaires pour notre vie et qui nous font pas plus heureux. On verra. Je pense qu'on sera plus là, mais nos petits enfants, ils y seront. J'espère qu'on pourra le voir, ça. Merci beaucoup, Louati, et bonne route dans tout ton périple européen que tu continues pour présenter ton livre et
défendre vos causes en Angola. Et voilà, j'espère que ça va porter ses fruits dans votre pays. Merci Anne-Claire, merci. Bon, j'espère que le message puisse passer un peu. Je vous remercie à tous d'être de l'autre côté et d'avoir la patience d'entendre ce jeune rêveur. E merci por l'interview. Obrigada. Che, malhe, estás armado em grande zé. Sente este mambo se não vamos te bater. Afro-origem, isto é revita, hobby, hippie. Condutor, o nosso Timberland dizer bolinho a Missy. Menti, diz que não curtes o beat. Vamos te lançar feitiço, teus dentes vão cair. Ok, não é pra ti, mas acorda vovô e eles vão se partir e berrar. Já ganhou. Já ganhou. Somos boi de MC, rapamos sem querer subir. A ambição é doença, é o catrologio que diz. Rompemos o rompimento sem romper. Porra, essa dica tá bem forte, nem eu tô entendendo. Mas através do tempo vou parar de escrever. C'était l'heure des sages avec comme invité Louati Bayram que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Une émission réalisée par Anne-Claire Rebibo. À très bientôt. Esse mambo é pra se matar, mexer a cabeça até o pescoço deslocar, azar. Esse brinde cuia tipo comida, vambora chorar, é boa na hora da despedida. Mentira, não vou bazar, tá me cuiar. Vou romper de raiva até todos se cansar. De mili, esse mambo é tipo de skill. Rebuque da goleira até já me rasgou, baby. Fui no toco bico, te encontrei, não estavas. Fui com o Zé Bolinho, ainda batemos lados, não apareceste. Se cansamos de bater, batemos com gosto do cuspe. Se colhamos sem você, canguei no mic. Tomaste tito e já ficou, essa merda é diff. Milissegundo, langoião, gongonha podre. Mas, com futuro, tipo vez não entra mole, mas sai do mambo duro. Não vou se matar, já se matei. Esse som é bué à toa, yeah? Nem dá vontade de rir. Desliga esse mambo, fecha o ouvido, Zé. Esse som é pra aqueles que falam muito sem ter nada pra dizer. Eu parou, virou e disse. Um animador, uma fojanga da vibralice. Che, puto, catalisa o beat. Faz a dança do samba e esquece o Habibi. Ouve bem, canguei o Mikey. Vou te correr, deixar teu cota cair. Tua velha vai me curtir. Tua irmã se declarar e fatiguei, não quero partir. O bolo de Jinguba é só para mim. Mariana, oh, chama tua avó. Faz um favor, pede no teu vengô. Pra não me deixar largar o micro. Vou dar o motoque de duro. Vou dançar mal o meu dombolo. Quando ele na mesa o porco parou. Sai-te!